Pour les plus curieux de nos concitoyens, une structure et une évolution prévisionnelle des effectifs sera disponible sur le site de la ville à la suite de la publication de ce rapport. Contexte économique, si les deux tracteurs de l'économie mondiale que sont la Chine et les USA peuvent enregistrer un taux de croissance de respectivement 5 et 2,5%, la zone euro affiche péniblement un taux de 1%. Pour la France, les prévisions varient selon les sources, mais prévoient un taux compris entre 0,5 et 0,8%. Tous ces chiffres étant bien évidemment sujets à contestation et très certainement revus à la baisse en fin d'année. La France, et on peut étendre ce constat à toute l'Europe, est victime de la désindustrialisation due au transfert des moyens de production vers des pays à bas coûts salariaux afin de garantir l'accroissement des dividendes versés aux actionnaires. Par effet d'accrétion, le chômage explose, baissant de ce fait la consommation des ménages, entraînant en cascade la défaillance de milliers de petites et moyennes entreprises. Ce cercle vicieux est renforcé par une politique salariale qui appauvrit toujours plus la population de notre pays. Au nom de la protection des plus riches, confère le ruissellement cher à M. Macron, la seule issue pour le gouvernement de la droite macroniste et des Républicains est de réduire les dépenses, entendez par là le service public. Ils exonèrent les milliardaires de toute contribution de redressement des comptes publics et mieux, ils distribuent des milliards à ces derniers pour maintenir et accroître leur fortune via des diverses exonérations de charges sociales qui pèsent notamment sur l'équilibre des comptes des caisses de retraite. La facture de cette politique présentée à la nation passe par un affaiblissement des moyens attribués aux collectivités locales. Montreuil n'y échappe pas, évidemment. L'appareil de propagande de l'État a bien essayé de faire porter la responsabilité sur les collectivités locales. La ficelle était un peu grosse. La réalité est que depuis 1993, la dette des collectivités locales a baissé, passant de 9,2% à 8,9% du produit intérieur brut. Dans le même temps, en 30 ans donc, la dette de l'État est passée quant à elle de 33,7% à 90% du PIB. Il est même prévu qu'elle dépasse allègrement les 100% dans les 2 années à venir. On le voit, tout ceci n'était que mensonge. Après avoir désindustrialisé la France, le président des riches, il n'est pas le seul coupable évidemment et malheureusement, s'attaque à l'investissement public. Rappelons que 70% de cet investissement public est fait par les collectivités locales. Que l'on se rassure, les anciens employeurs et qui sait peut-être les futurs employeurs, les banques d'affaires de M. Macron vont quant à elles très très bien, elles dégagent des bénéfices mirobolants. La gabegie de l'argent public, l'affaiblissement de nos moyens de production, la détresse de notre nation sont liés à des décisions politiques. La solution sera donc politique. Il appartient à tous, élus, citoyens, de construire une alternative crédible à cette politique mortifère. Si nous voulons éviter le pire demain, il nous faut nous unir pour combattre cette logique qui consiste à prendre aux pauvres pour donner aux riches. Parallèlement à cette catastrophe budgétaire, notre planète est frappée de plus en plus durement par les conséquences du réchauffement climatique. Une à une, les conférences internationales montrent là aussi que pour préserver les intérêts des pays les plus riches, ceux du Nord, on laisse les plus pauvres, ceux du Sud, subir les conséquences de notre inaction. Là aussi, le bien commun de l'humanité est sacrifié sur l'autel du fric roi. À Montreuil, les besoins de financement pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique sont énormes.
Les coupes sombres dans notre budget, la réduction des divers fonds de subvention à cette lutte, le fonds vert notamment, réduisent notre intervention et exposent les plus pauvres de nos concitoyens à subir toujours plus les effets du dérèglement climatique. Là aussi, un plan de rattrapage devrait privilégier la Seine-Saint-Denis pour sortir notre population de cette précarité climatique. Porter une réforme fiscale qui mette à contribution les plus riches est non seulement juste, mais nécessaire. Lutter contre l'évasion fiscale devrait être une priorité. La loi de finances 2025 du gouvernement Bayrou tourne résolument le dos à tous ces défis. Si ce gouvernement est moins vorace que le précédent, il ne modifie en rien la mécanique délétère du système. Le gouvernement Bayrou veut durer. Il achète des abstentions au moment des votes parlementaires, il diminue la ponction, il étale la purge, il régule la saignée. Ce médecin charlatan, digne des comédies de Molière, tue à petit feu son patient. Là encore, il appartient aux gens de gauche de porter une alternative et non des atermoiements. Comment se traduit la loi de finances pour Montreuil? La ponction de notre dotation globale de fonctionnement, la DGF, devrait être de 0,5 million d'euros. La contribution au redressement des comptes de la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des collectivités locales, étalée sur 4 ans, sera de 3 points, soit 1,1 million d'euros par an. S'ajoute à cela la baisse des fonds de subvention, je citais tout à l'heure le fonds vert, qui reporte de fait sur notre budget un plan important du financement des investissements, un pan de nos investissements, ainsi que l'effet domino qui nous prive d'une partie de l'aide que nous apportent les autres collectivités locales, territoriales, départements, régions, etc., aggravera encore notre difficulté budgétaire. Si la ponction est moindre, elle n'en est pas moins réelle, elle pèsera sur notre budget 2025. Voilà brossé le contexte économique dans lequel nous construisons notre budget cette année. Cette présentation n'est évidemment pas exhaustive, mais je ne doute pas que des éclairages plus précis sur certains aspects seront amenés dans notre débat à venir. Dans ce cadre, où en est-on de la situation financière de notre ville? Disons-le clairement, notre situation financière est bonne. Pas florissante, mais assainie et maîtrisée. Quand je regarde d'où nous partons, 2014, avec un dangereux effet ciseau, les recettes menaçant d'être inférieures à nos dépenses, je mesure le chemin parcouru. Je revois les discussions, les décisions politiques, parfois douloureuses, de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Je repense au débat qu'a eu notre majorité concernant le relèvement des taux de pression fiscale. Je revis nos discussions sur tel ou tel projet d'investissement, les choix, là aussi, contraints dans certains cas. À ce stade de cette présentation, je voudrais saluer ici le travail de la direction des finances et de tous les agents qui y travaillent. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour éclairer nos choix budgétaires. Ils ont mis en perspective les gains de nos décisions politiques permettant de financer les priorités que nous avons collectivement définies, de façon à répondre au mieux aux besoins exprimés par notre population. Merci donc à eux de nous avoir permis de défendre les services publics de proximité, que cela soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou encore de la lutte contre le réchauffement climatique au service de nos concitoyens. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci. Je le disais, ce travail, ces discussions politiques nous ont permis d'absorber les différentes crises sanitaires, Covid-19, énergétiques, explosion des prix de l'électricité et du gaz, de faire face à nos obligations dites régaliennes d'ici à la fin de ce mandat,
Ce seront 3 groupes scolaires nouveaux qui auront été réalisés de façon à accueillir dignement les enfants de notre commune. Cela s'est fait avec un réendettement minime de notre ville, mais j'y reviendrai au moment de traiter le chapitre sur la dette. L'évolution de nos dépenses de fonctionnement auront toujours été maîtrisées malgré, là encore, le choc énergétique important ces 2 dernières années. Il aura aussi fallu absorber les diverses décisions concernant les salaires de nos agents, augmentation du SMIC, augmentation du point indiciaire ou encore les diverses primes du type Ségur pour les centres municipaux de santé. Si nous avons accueilli ces diverses mesures de façon favorable, car elles répondaient, même de façon partielle, à de justes revendications salariales, elles se sont faites à budget constant, sans compensation de la part de l'État, tant il est vrai qu'on est toujours plus généreux avec l'argent des autres. Nos recettes de fonctionnement n'auront cessé d'augmenter, passant de 205,8 millions d'euros en 2016 à 248,6 millions d'euros en 2024. Le niveau de subvention pour notre investissement a atteint un niveau record en 2024, s'établissant à plus de 7 millions d'euros. Bien sûr, nous avons été contraints par 2 fois d'augmenter la taxe foncière sur le bâti, la TFB, pour permettre de développer l'investissement nécessaire au bien vivre dans notre commune. Ces efforts n'auront pas été vains puisque l'intégralité de ces ressources nouvelles pour 2024 auront contribué au chiffre là aussi record de 37,72 millions d'euros d'investissement. Pour qualifier la santé budgétaire financière d'une ville, il existe des indicateurs. Ceux-ci sont regardés par nos tutelles d'État, la préfecture notamment, mais aussi par nos bailleurs de fonds. Disons-le de façon nette, nos indicateurs financiers sont tous au vert. Notre épargne brute, qui est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, avoisine les 10% recommandés, pour être précis, 9,6%. Notre capacité d'autofinancement sera passée de moins 12,8 millions d'euros en 2014 à plus 6,4 millions d'euros en 2024. Notre épargne brute, qui frôle les 24 millions d'euros en 2024, nous permet de faire face au remboursement de la dette qui s'établit cette année à 17,5 millions d'euros. Où en est-on justement de notre dette? Celle-ci est l'héritage du passé, elle est importante mais maîtrisée. L'encours de notre dette est de 208,3 millions d'euros en 2024. Depuis 2015, date à laquelle la dette a atteint un pic de 217,9 millions d'euros, cet encours aura baissé de 9,6 millions d'euros, soit 4,4% de moins. Autre indice qui est au vert, sans mauvais jeu de mots de ma part, notre capacité de désendettement. Si nous consacrions tous nos moyens pour rembourser notre dette, quel temps nous faudrait-il? La réponse est 8,7 années. Le niveau prudentiel est fixé à 12 ans. Notre dette, sa structure, a fait l'objet d'une attention particulière. 2 sujets sont importants dans la dette communale, le type de taux et la sûreté des emprunts. Pendant 5 ans, entre 2016 et 2021, année des taux bas, ça a permis à la ville de renégocier des emprunts et de passer de 40% de taux fixe à 60% dans le budget 2024. Cela nous préserve des fluctuations des taux actuels. Aujourd'hui, nous avons 56 contrats, tous sans exception, sont classés Gisler 1-4, c'est-à-dire sans aucun risque pour notre commune. Ces contrats sont en outre détenus à 66%
par des institutions financières publiques, l'AFL, la Banque postale ou encore la Caisse des dépôts et consignations. Venons-en aux grandes orientations budgétaires pour 2025. Je viens de vous le montrer avec patience et détermination, la ville a retrouvé une situation financière satisfaisante. Les grands équilibres sont respectés, les ratios de gestion continuent de s'améliorer et la quasi-totalité du produit fiscal supplémentaire généré par l'augmentation de la TFB est affectée à l'investissement. Pour ce budget 2025, nous entendons maintenir un investissement entre 35 et 40 millions d'euros en ayant recours à un léger emprunt d'un montant maximum de 5 millions d'euros. Cette maquette budgétaire nous permettra de poursuivre le programme d'investissement en cours et de réaliser quelques nouvelles opérations. Il s'agit notamment de la construction d'un nouveau groupe scolaire dans le Haut-Montreuil pour 13,9 millions d'euros, dont la livraison est prévue à la rentrée 2026. La restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul pour 1,3 million d'euros, la participation à la ZAC Fraternité pour 0,5 million d'euros, ainsi que la poursuite de la 3e saison des budgets participatifs, de la rénovation des murs à pêche ou encore de la plantation de 5000 arbres en collaboration avec Est Ensemble, partout dans la ville, rues, cours d'école, espaces privés. Enfin, afin de changer la physionomie de notre ville. Le budget 2025 permettra également le véritable lancement de la rénovation de la Croix de Chavaux, 6 millions d'euros, le réaménagement des espaces publics autour des stations de métro de la ligne 11 pour 0,8 millions d'euros, ainsi que la réalisation du Grand Chemin et la rénovation de la maison de quartier Jules Verne. La ville continuera également à consacrer environ 15 millions d'euros, peut-être même un peu plus, par an à l'entretien lourd de son patrimoine, dont une part importante sera consacrée à la rénovation énergétique de son patrimoine, de ses écoles et de l'éclairage public. Elle sollicitera à cet effet toutes les subventions encore disponibles pour accélérer le transfert écologique, la DSIL ou encore le fonds vert pour ce qu'il en reste, et réduire les consommations futures. Enfin, en 2025 auront lieu également les premières dépenses relatives aux opérations de rénovation urbaine dans les quartiers de Lannou, groupe scolaire Joliot-Curie, et du Morillon, extension du centre social Espéranto, requalification du groupe scolaire Paul Lafargue. D'autres opérations sont encore en cours d'arbitrage et le programme d'investissement pourra être revu en fonction de l'évolution des capacités financières de la ville et des choix qui seront effectués pour équilibrer le budget 2025 et les suivants. D'une manière globale, le programme d'investissement 2025 sera une nouvelle fois fortement tourné vers la solidarité, le scolaire, l'amélioration du cadre de vie. Afin de répondre aux obligations illustrées par la prospective scolaire, création de classes supplémentaires et poursuivre l'amélioration et la rénovation énergétique du patrimoine scolaire actuel, plus de 60 millions d'euros ont été investis dans les établissements scolaires durant ce mandat. Ce ROB respecte en tout point les orientations politiques que nous avons définies ensemble au début de ce mandat. Nos priorités sont toujours les mêmes, l'éducation, l'amélioration du cadre de vie, la lutte contre les effets du dérèglement climatique, le développement d'une offre de soins accessible à tous et enfin une protection sociale, mutuelle secours aux plus démunis, répondant aux besoins de l'ensemble de notre population. Fidèles à nos engagements, nous continuerons à nous battre pour un service public de proximité, de qualité, au service de tous les Montreuillois.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais évoquer en préambule la question du budget consacré à la communication. Le contexte budgétaire actuel aurait dû, Monsieur le maire, vous conduire à plus de sobriété en matière d'apparat. En effet, dans une situation financière compliquée, malgré les 2 augmentations de taxes foncières et les augmentations importantes des tarifs municipaux que vous avez pratiquées au moment où vous faites porter aux agents de la ville un effort important, il eût été bienvenu que vous vous appliquiez le même régime. En disant cela, je pense bien entendu à la semaine de cérémonie de vœux que vous avez organisée en grande pompe. D'autres collectivités ont, elles, fait un choix inverse en supprimant carrément leur cérémonie de vœux. À Montreuil, le budget de la communication ne connaît pas la crise. Au-delà de l'apparat des vœux, vous faites le choix de distribuer dans toutes les boîtes aux lettres, toutes les 2 semaines, un journal municipal d'une 30aine de pages. Vous lancez des campagnes d'affichage comme la dernière en date sur les plus de 6 millions de pertes de recettes supposées. Je ne parlerai même pas de la soirée organisée à la Marbrerie la semaine dernière. Dans le contexte actuel, il y a là, de mon point de vue, quelque chose d'un peu indécent. Et effectivement, maintenir ce rythme de communication quand on demande à tout le monde de faire des efforts, y compris parfois sur l'essentiel, eh bien c'est fâcheux. Je ferme là cette parenthèse. Le document d'orientation budgétaire que nous avons à débattre ce soir, comme ses prédécesseurs, pose les termes du débat de manière très générale et je le regrette. Vous refusez de poser des priorités politiques tant sur le plan du fonctionnement de la collectivité que celui de ses investissements. Pour illustrer mon propos, je vais m'arrêter quelques instants sur le budget de fonctionnement de la ville. Il est dit dans le document que les dépenses des services vont être sanctuarisées. Cette affirmation qui paraît rassurante pour le fonctionnement des services est en fait un leurre. En effet, la sanctuarisation dont vous parlez, elle se fait sur la base du budget exécuté en 2024. À ce stade, on ne connaît pas encore les chiffres, mais on ne sait pas d'ailleurs pourquoi il y a un écart, enfin comment se justifie l'écart entre le budget qui a été voté et son exécution. De fait, si les services, par exemple, n'ont pas pu consommer les crédits ouverts en 2024 du fait du manque de personnel, dire qu'on sanctuarise le budget des services sur cette base est loin d'être rassurant. D'autant, rappelons-le, qu'en 2024, le budget de fonctionnement des services, malgré l'inflation, avait été baissé de 6%. En procédant ainsi, vous appliquez ce qui est le pire de mon point de vue, vous appliquez la technique du rabot. Autrement dit, aucun choix n'est fait, nous ne débattons de rien en conseil municipal et c'est une coupe identique qui est appliquée à tous les services. Au-delà de l'arnaque démocratique qu'elle représente, cette technique de rabot est dangereuse. Je vais prendre l'exemple du service jeunesse pour illustrer mon propos. La réalité de la jeunesse dans notre ville est une réalité complexe, marquée par une grande disparité. Je voudrais mettre l'accent sur une partie de la jeunesse dont on ne parle pas, les jeunes des quartiers politiques de la ville. Dans ces quartiers, la situation de la jeunesse est catastrophique et je pèse mes mots en disant cela. En effet, à la Cité de l'Espoir, à 2 pas de notre maison commune, c'est 30% des jeunes de 15 à 24 ans qui sont déscolarisés. Si on remonte un peu plus haut, à Branly-Boissière, c'est 39%. On monte même à 40% lorsqu'on va au Bel Air Grand Péché. Avec la technique du rabot, les crédits du service vont baisser comme pour tous les autres services et ce qui reste va être priorisé comme chaque année sur les actions de communication, comme par exemple le campus que vous organisez. De mon point de vue, c'est là un choix dangereux que vous faites, comme si préparer l'avenir de ces jeunes des quartiers politiques de la ville n'était pas aussi de votre responsabilité. Je ne voudrais pas conclure sur le fonctionnement sans dire un mot des conséquences de cette gestion sur le personnel communal lui-même. Un seul chiffre, je crois, suffit à lui seul pour démontrer les difficultés que traverse actuellement le personnel communal, c'est le nombre de jours de grève. Au 31 décembre 2022, la ville avait enregistré 436 jours de grève et aucun n'était lié à un mot d'ordre local. Au 31 décembre 2023, le nombre de jours de grève est presque multiplié par 7, puisqu'on passe de 436 à 3037 jours de grève. Et le plus révélateur, c'est que sur ces 3037 jours de grève, 2018 jours de grève avaient une motivation locale. On passe de 0 jours de grève pour des raisons locales en 2022 à 2018 en 2023. C'est dire l'ampleur du malaise dans les services. Et on ne peut que regretter que vous ne preniez pas la mesure de ce qui se joue là. Il y a en effet une incohérence entre les objectifs affichés et la politique des ressources humaines mise en place pour atteindre ces mêmes objectifs. Pour illustrer mes propos, je vais revenir sur un exemple que j'ai déjà eu à citer dans cette instance, c'est la gestion urbaine de proximité. Quand, comme en 2023, on fait voter un budget conséquent pour gérer ce que vous appeliez à l'époque les héritants du quotidien et que seules les antennes qui ont du personnel pour faire ce travail le font, c'est ainsi qu'on se retrouvait donc en 2023 avec 2 secteurs qui remontaient à eux seuls 66% des besoins et par conséquent obtenaient 66% des interventions programmées.
Et là, donc, on touche du doigt toute l'incohérence de votre gestion. En effet, quelle logique y a-t-il à voter un budget pour renforcer des interventions de proximité quand concrètement, il n'y a personne pour gérer derrière? Pour aller plus loin, quand on regarde l'évolution de la structure du personnel, on constate que la précarisation des agents se poursuit. On est passé en début de mandat de 59% de fonctionnaires parmi les agents communaux à 51% au 31/12/2023. Même parmi les contractuels, les situations se précarisent puisque c'est surtout la part des agents contractuels non permanents qui augmente le plus rapidement. C'est une situation qui devient de plus en plus difficile et qui n'est pas sans conséquence sur le service rendu. Si on prend le cas de l'éducation, par exemple, quand les animateurs sont des vacataires avec des contrats très précaires, c'est difficile de porter et de mettre en place un projet éducatif ambitieux. En matière d'investissement aussi, votre méthode de travail pose difficulté. La priorité est donnée, comme toujours, à la communication dans la conduite des affaires de la ville, et c'est problématique à plus d'un titre. Pour illustrer mon propos, je vais m'arrêter quelques instants sur le projet de renouvellement urbain du quartier Lanouclos-Français et la destruction annoncée dans la presse de la galerie commerciale. Cette galerie est vouée à la destruction, nul ne le conteste, et c'est même indéniablement une bonne chose pour le quartier. Simplement, dans cette galerie, il y a des commerces, et notamment un supermarché, une pharmacie. La ville a communiqué dans la presse sur ce grand projet d'avenir sans que les multiples problèmes que pose la destruction de cette galerie n'aient été solutionnés. La pétition qui circule en ce moment même sur le quartier et qui appelle à la sauvegarde de l'unique pharmacie du quartier témoigne bien du fait qu'à ce jour, aucune solution concrète n'a été trouvée pour permettre le maintien de la pharmacie sur le quartier durant toute la période transitoire entre la démolition de la galerie et la reconstitution de la nouvelle offre commerciale sur le quartier. Gérer la ville et notamment conduire un projet de renouvellement urbain d'envergure, ce n'est pas uniquement communiquer dans la presse locale, voire nationale, comme c'est le cas en l'espèce, c'est aussi et surtout gérer le quotidien. La façon dont les opérations de renouvellement urbain sont conduites dans le quartier, au Clos français, est très inquiétante et elle met à bout de nombreux habitants du quartier. Il n'y a rien dans les orientations budgétaires qui soit prévu en matière d'accompagnement, et de l'accompagnement, malheureusement, il en faudrait plus. J'espère que le budget qui sera voté en mars 2023 donc, permettra de trouver les moyens de mieux accompagner sur le quartier les habitants durant ces opérations lourdes. Pour conclure, je voudrais évoquer ce qui se passe actuellement à Est Ensemble Habitat, plus grand bailleur social de la ville. J'ai parcouru rapidement le rapport de la Chambre régionale des comptes publié en janvier 2025. La situation financière issue de la fusion de l'Office HLM de Montreuil, Bagnolet, Bondy et Bobigny est préoccupante à la fois pour les locataires et pour le personnel de l'Office lui-même. Cette fusion, ce n'était absolument pas une obligation pour Montreuil, c'est un choix politique qui a été fait. Et aujourd'hui, on apprend que ce choix pourrait avoir de lourdes conséquences pour les employés de l'Office, bien entendu, mais aussi pour les locataires. J'ai été informée par exemple que parmi les pistes envisagées, il y aurait éventuellement la remise en cause de la mise à disposition des logements pour les gardiens. Cette délibération a semble-t-il été retirée de l'ordre du jour pour des raisons de forme, mais je voudrais dire le danger que représente ce type d'économie de court terme. On a retiré des quartiers les agences de proximité. Si aujourd'hui vous retirez aussi ce qui reste de gardiens, je pense que vous touchez là à un maillon essentiel dans la présence des pouvoirs publics dans ces quartiers et c'est véritablement dangereux. Sur les dépenses de fonctionnement, entre 2020 et 2024, il y a eu une augmentation de 26 millions d'euros. Pour deux raisons. La première, parce que les charges de la ville ont augmenté et représentent 50% de cette hausse, alors qu'ils ne sont que 25% des dépenses de fonctionnement. Ça veut dire que nous avons encaissé par nous-mêmes toutes les contraintes d'inflation, de coût des matériaux, qui du coup pèsent sur notre budget. Et l'autre partie de la hausse des dépenses sont les dépenses de personnel qui ont augmenté de façon significative, à juste raison, pour revaloriser un certain nombre de rémunérations, un certain nombre d'éléments qui nous sont là aussi imposés par l'État, mais dans le même temps, et c'est une forme de paradoxe, le niveau des ETP n'a lui pas augmenté du même niveau. Donc, il y a quelque chose comme des contraintes qui nous sont imposées, et on pourrait se dire que l'État nous aiderait en recettes à compenser ces contraintes. C'est bien pas du tout, puisqu'entre 2020 et 2024, c'est bien rappelé dans le rapport, les recettes de la ville ont augmenté de 30 millions d'euros, mais exclusivement à la charge des Montreuilloises et des Montreuillois, je dirais même des propriétaires montreuilloises et montreuillois. Pour l'année 2025, les choses ne vont pas forcément aller en s'améliorant. Nos recettes vont être
presque stable, puisque les bases ne vont quasiment pas évoluer, parce que nous n'allons pas recevoir de péréquation supplémentaire, et parce que même nous allons avoir un certain nombre de baisses qui sont prévues dans le dernier projet de loi de finances. Et nos recettes vont si peu augmenter qu'elles n'ont jamais été aussi peu dynamiques que depuis 2017. Et à côté de ça, malgré des dépenses qui sont maîtrisées et prévues à plus 1,65% sur l'année 2025, nous avons prévu d'augmenter davantage les dépenses que les recettes pour cette année. Donc il y a ici un effet ciseau qui nous contraint et sur lequel l'année 2025 va être difficile. On pourrait rajouter le coût de la dette. Nous voyons notre dette augmenter, non pas parce que la qualité de la signature de la ville se dégrade, mais parce que nous sommes percutés par le fait que l'État voit, lui, sa signature baisser, et donc nous, en conséquence, avoir des coûts de taux d'intérêt qui augmentent. Mais malgré ce contexte-là, qui était important de rappeler, alors même que Montreuil a besoin de moyens supplémentaires, parce que c'est une ville où la démographie augmente, qui a besoin d'écoles, qui a besoin de centres sociaux, qui a besoin de centres santé, nous, groupe socialiste, nous nous satisfaisons des grands équilibres financiers qui sont présentés dans ce rapport d'orientation budgétaire. Nous nous satisfaisons que l'épargne brute de la ville reste à un niveau important, 2 millions d'euros de plus qu'en 2020, qui nous permet de maintenir un investissement à 37 millions d'euros. Et nous formulons le vœu que cet effort pour maintenir cette épargne à ce niveau-là se maintienne en année 2025. On sait qu'en année préélectorale, il y a une tendance parfois à relâcher les efforts. Nous sommes désireux de pouvoir les poursuivre sur cette année-là, sans jamais d'ailleurs dégrader la qualité du service public, sans jamais faire en sorte que ce soit les agents de la ville qui subissent ces difficultés. D'ailleurs, nous nous rejoignons aux revendications de l'intersyndicale qui était devant la mairie tout à l'heure et qui ont porté des revendications tout à fait légitimes que nous soutenons. La deuxième chose sur laquelle nous voulions montrer notre satisfaction, c'est le niveau de la dette. Il est stable, de 208 millions d'euros, c'est une bonne chose, et nous avons ici l'exemple sur le fait que nous pouvons avoir une gestion vertueuse sans utiliser davantage de dettes, et nous rappelons que davantage de dettes, c'est du coût de fonctionnement dans les prochaines années qu'il va falloir encaisser, et donc nous maintenons cette position d'avoir une dette qui reste stable. Et puis nous sommes satisfaits aussi, et je partage cette satisfaction avec l'ensemble des services qui se travaillent sur cette question, sur le fait que les subventions d'investissement ont connu une évolution positive tout au long de ce mandat, à un niveau qui est d'environ 7 millions d'euros, qui était beaucoup plus qu'en début de mandat, et c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre s'agissant des dépenses de fonctionnement. Et si nous portons un certain nombre de satisfecits qui sont rappelés dans ce rapport, on souhaitait insister aussi ce soir sur quelques éléments sur lesquels nous portons une vigilance particulière, voire une forme de frustration pour ce qui s'est passé ces dernières années. D'abord sur un enjeu qui est pour nous prioritaire, la question de la quotidienneté. Ce n'est pas un petit mot, c'est une exigence. L'entretien de l'espace public, c'est un élément structurant pour la vie des Montreuilloises et des Montreuillois. Nous avons beaucoup fait, nous pouvons faire davantage, nous pouvons être plus réactifs sur un certain nombre de petites situations sur lesquelles nous n'avons pas forcément été à la hauteur. Et sur ces sujets-là, nous souhaitons faire en sorte que les enveloppes soient sanctuarisées pour 2025 et au-delà. Par ailleurs, nous serons vigilants sur la question de l'investissement et sur le fait que oui, il y a un niveau élevé, nous en sommes satisfaits, mais par ailleurs, nous devons faire en sorte de bien exécuter ces investissements et mieux vaut faire un peu moins mais les faire concrètement que de prévoir beaucoup et de les reporter d'année en année comme c'est parfois le cas. Et puis troisième point de vigilance, c'est sur la question du périmètre des politiques publiques. Nous avons peut-être pas suffisamment travaillé sur cette question, elle est pour nous essentielle. La commune doit faire et doit bien faire ce qui relève de sa compétence, mais lorsqu'elle ne le relève pas complètement des enjeux prioritaires qui sont les nôtres, savoir aussi faire en sorte de pouvoir déléguer un certain nombre de compétences, ou en tout cas discuter de ces périmètres-là dans l'univers contraint que nous connaissons et sur lequel nous sommes pleinement conscients. Alors,
pour conclure, peut-être dire un mot sur le fait que notre modèle de finances locales, et ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion de l'exprimer, arrive à bout de souffle. Nous devons essayer de renforcer les mutualisations et les péréquations avec les différentes villes qui nous entourent, pas seulement à Est Ensemble, même si c'est nécessaire. Nous devons investir davantage la métropole du Grand Paris, voire même elle-même s'investir davantage dans notre ville et travailler à des mutualisations qui dépassent la frontière institutionnelle du territoire ou de la métropole du Grand Paris. Le deuxième point dans mon conclusion, c'est de peut-être faire en sorte de continuer le combat politique pour changer notre relation à l'État. Nous avons besoin de continuer à montrer que Montreuil a besoin de services publics nationaux et qui se voient davantage sur la question de la sécurité, sur la question de l'école, sur les enjeux de redistribution. L'État doit être davantage présent et nous voulons porter ce combat-là. Nos choix sont aussi des politiques publiques qui travaillent en collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires pour une ville solidaire et populaire. Je citerai en particulier les soutiens aux organismes de logements sociaux, dont Est Ensemble Habitat, pour pouvoir continuer à créer de nouveaux logements publics, locatifs ou accession sociale. Montreuil voit sa part de logements sociaux augmenter pour atteindre bientôt les 40%. Nous soutenons totalement cet objectif, le seul capable de contenir en partie le coût insupportable du logement. Le suivi des organismes de résidence de travailleurs pour rénover les foyers des travailleurs migrants en véritables résidences aux normes et en imposant le même nombre de places sur la ville. Rappelons que les foyers à l'ancienne étaient une condition d'hébergement extrêmement dégradée et dérogatoire au droit de l'habitation. La contractualisation de tables communes pour une cantine publique assurant une amélioration de la qualité. Rappelons que le groupe Montreuil Insoumise a toujours réclamé que les hausses de recettes de la ville, je pense notamment à l'augmentation de la taxe foncière que nous avons connue, ne servent pas uniquement à financer de gros investissements, mais permettent également de maintenir le fonctionnement de nos services publics municipaux dans de bonnes conditions, non seulement pour les usagers, mais aussi pour les agents qui les font vivre chaque jour. À ce sujet, nous avons été saisis collectivement par plusieurs syndicats du personnel communal. Réunis en intersyndicales, ces organisations portent des réclamations en termes de rémunération et de conditions de travail des agents de la ville. Nous pensons que la situation budgétaire actuelle permet de leur apporter une réponse positive, qu'il conviendra bien sûr de paramétrer collectivement dans les instances de dialogue social au cours des semaines qui viennent et d'adopter à l'occasion du prochain conseil municipal. Malgré des perspectives qui ne sont pas les plus réjouissantes, notre groupe, dans une logique de construction avec le reste de la majorité, réaffirme une série de priorités. La rénovation énergétique de nos équipements les plus énergivores, la médiation sociale municipale et la sécurisation par l'apaisement de rues et écoles autour de nos groupes scolaires. Nous inscrivons dans la dynamique de la majorité quand il s'agit de construire un nouveau groupe scolaire dans le Haut-Montreuil, de restaurer l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, de rénover le centre de vacances d'Alvar, de sécuriser les budgets participatifs et les budgets dédiés à la désimperméabilisation, à la plantation d'arbres. Pour rénover les murs à pêche, pour s'assurer du succès de la ZAC Fraternité. Ce sont des projets et des dépenses concrètes pour notre ville et ses habitants, ses habitantes. Les écologistes se félicitent aussi que Montreuil ait décidé cette année de s'avancer dans un projet de déploiement d'une plateforme logistique pour l'aide alimentaire sur notre territoire. Un tel projet sera bénéfique pour des milliers de familles montreuilloises et pour nos associations. Nous aurions souhaité un peu plus de transparence pour pouvoir avoir des débats plus approfondis au sein de la majorité sur cet exercice budgétaire, tout en ayant conscience des contraintes que j'ai évoquées en préambule. La note qui nous est présentée et le rapport d'orientation budgétaire est, comme les autres années, encore plus que les autres années, exagérément centré sur la situation et des prises de position à la fois internationales et nationales. Certes, donner le contexte n'est pas inutile, mais faire la moitié du rapport d'orientation budgétaire sur ces questions, c'est aussi une manière, comme les autres années, encore plus que les autres années, de moins parler de Montreuil, et surtout encore moins de parler de Montreuil en 2025. C'est-à-dire que la partie sur les orientations budgétaires de Montreuil en 2025 fait moins de 30% du rapport d'orientation qui nous est présenté, 10 pages sur une quarantaine. Sur la situation générale, en plus, alors
on sent que vous avez essayé cette année de vous démarquer un peu de la note du bureau, du bureau conseil, Club Faire probablement. Et donc, il y a à la fois des choses très bureau d'études, et puis au milieu, on glisse des éléments un peu plus de gauche. Ça donne l'impression que c'est une requête à ChatGPT en disant faites-nous la note Club Faire, mais en mode Philippe Lamarche. Ou d'ailleurs plutôt en mode PS, parce que ça fait quand même plus PS que LFI, cette note, ce rapport d'orientation budgétaire, vu que on a l'impression que c'est un peu quand même merci Bayrou, alors certes par rapport à Barnier, mais que en gros Bayrou et le Sénat nous ont sauvés. Bon, c'est un peu étonnant, et au final, quand on lit ce rapport d'orientation budgétaire sur les données nationales et sur les prises de position, on ne sait plus très bien si la dépense publique c'est bien ou c'est mal, on ne sait plus très bien si les cotisations patronales c'est bien ou c'est mal, vu ce que vous dites sur l'augmentation des taux CNRACL. Donc, à un moment, ce serait bien que, vous me direz, c'est le dernier du mandat, donc on n'aura peut-être pas l'occasion de voir si vous êtes capable de faire un vrai truc de gauche une fois dans les orientations nationales et internationales. En tout cas, bon, c'est un peu gênant quand même, parce qu'il y a des passages que vraiment ne renieraient pas un certain nombre de centristes, voire de gens de droite. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites donc que c'est le dernier rapport d'orientation budgétaire du mandat. Vous confirmez donc que en année d'élection, c'est bien la nouvelle équipe qui fait le budget et qui en est responsable. Et ça casse un peu, enfin, votre discours permanent depuis le début de votre élection, Monsieur Bessac, sur le fait que vous avez récupéré une ville en quasi-faillite et que le budget 2014, c'était la cata. Le budget 2014, c'est vous. Les dépenses énormes et le trou d'air financier de 2014, c'est vous et pas l'équipe Voynet. Voilà, donc c'est enfin dit, à mots couverts, mais c'est enfin dit, ce qu'avait dit d'ailleurs la note Club Faire qui avait été commandée à l'époque, l'audit Club Faire qui avait été fait à l'époque, mais vous continuez à dire que vous êtes parti d'une situation catastrophique et que vous avez redressé les comptes. La réalité est tout autre. Jamais la pression fiscale n'a été aussi forte, près de 80% d'augmentation quand même de la pression fiscale depuis 2014. Des tarifs municipaux qui ont explosé, une dette qui est repartie à la hausse et qui, d'ailleurs, est presque à son niveau record, et surtout un coût de la dette qui n'a jamais été aussi fort, alors que à chaque fois qu'on a posé la question dans ce conseil municipal sur est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage du coût de la dette? Est-ce que les taux fixes, les taux variables, etc. Non, 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 tout va bien, on gère ça de façon très précautionneuse. Eh bien, si l'encours de la dette a faiblement augmenté, le coût du remboursement de la dette annuelle a explosé en 2024. Et il n'y a pas de raison que ça s'améliore en 2025, puisque comme la plupart des taux sont des taux fixes, ça ne fera pas baisser le montant de ce qu'on aura à rembourser. Voilà. Donc, malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que vous faites un énorme virement sur l'aile sur le discours que vous faites sur la situation financière. Jusqu'à présent, vous faisiez un tableau absolument apocalyptique de la situation, ce qui permettait d'augmenter les impôts et de justifier 3 augmentations des tarifs municipaux sur une année. Et là, tout d'un coup, tous les signaux sont au vert, tout va très bien, etc. Bon, on est l'année avant les élections municipales, tout ça est assez peu étonnant. Du coup, ça devient un peu compliqué de nous expliquer comment vous faites pour refuser de sortir d'une sorte de politique austéritaire imposée notamment au personnel municipal. Très sincèrement, quand on regarde ce que vous dites sur les dépenses de fonctionnement, c'est plutôt mauvais signe pour les agents municipaux, outre le mépris que vous leur imposez en mettant des semaines, pour pas dire des mois, à accepter de les recevoir pour parler de leurs problèmes, enfin des problèmes de pouvoir d'achat
Et ça, alors que l'intersyndicale vous a demandé, voilà, vous refusez qu'ils viennent s'exprimer ce soir. Du coup, ils manifestaient devant la mairie ce soir. Et pour l'instant, la seule réponse que vous faites, c'est pas d'augmentation des dépenses de personnel, austérité, aucun mouvement, ni sur ce que pourrait être des évolutions du régime indemnitaire, ni sur les apprentis, ni sur la prime de pouvoir d'achat, ni sur les tickets resto, rien. Donc, vous allez les recevoir, et peut-être sera-t-il des bonnes surprises au moment du budget, mais pour l'instant, c'est quand même ceinture. Alors que vous expliquez que, a priori, la situation financière est bonne. Donc, pourquoi vous faites ce que vous reprochez au gouvernement, d'une certaine manière, on pourrait le dire comme ça. Dans ce que vous décrivez dans ces orientations budgétaires, où franchement, pour savoir un peu ce qu'il y aura dans le budget, c'est pas si simple. On ne sait pas quelles mesures sociales il y a pour les habitants. Nous proposons ce soir un amendement pour travailler sur la gratuité des cantines scolaires, qui, comme l'a rappelé votre adjoint à l'instant, figurait dans vos engagements de mandat. Peu de chances que cet amendement soit voté, vu ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais ce serait une vraie mesure sociale, et nous proposons même que ça commence juste, éventuellement en 2025, pour les familles les plus défavorisées, par exemple la première tranche du quotient familial. Quelles mesures pour le climat, pour l'environnement? Pas un mot sur le budget vert, alors que théoriquement maintenant c'est obligatoire, et il n'y a pas un mot dans les orientations budgétaires là-dessus. C'est quand même dommage. Rien sur la dépollution, rien sur toute une série de choses dont on pourrait attendre que ce soit quand même dans ces orientations budgétaires. Quelles mesures pour la vie quotidienne des gens? Franchement, pas grand-chose. L'entretien du quotidien et de l'espace public, franchement, est de pire en pire. Très sincèrement, on a l'impression d'avoir un truc au fil de l'eau, une gestion un peu à la petite semaine, sans grand-chose. Et quand on passe à la dernière partie, indigente sur la question des investissements, évidemment, il ne faut pas rêver, pas de programmation pluriannuelle des investissements avec ce rapport d'orientation budgétaire. On l'aura peut-être pour une fois avec le budget, mais enfin, pour l'instant, rien. Quelques chiffres égrenés comme ça, dont on ne sait pas si c'est des chiffres pour l'année 2025 ou du pluriannuel. Et d'ailleurs, là-dessus, ce serait bien que vous nous répondiez, comme à un certain nombre de questions d'ailleurs qu'on avait posées, y compris en amont de la commission technique permanente sur laquelle nous n'avons toujours pas de réponse. Par exemple, sur les coûts de cantine et des repas de table commune, ou sur les sessions, etc. Rien. En tout cas, il nous est dit d'un côté que l'investissement sera compris entre 34 et 36 millions. Philippe Lamarche, tout à l'heure, dit entre 35 et 40 millions. Et en 2024, c'était 37,7 millions. Donc, est-ce qu'on est en diminution? Est-ce qu'on est en augmentation? On ne sait pas. Voilà. Donc, on est vraiment dans le flou. En tout cas, il y a quand même une chose qui est frappante quand on entend les positionnements des différents groupes de la majorité ce soir, c'est qu'il y a un thème récurrent, c'est en gros sur le périmètre de l'action municipale. Et manifestement, il y a certaines inquiétudes qui transparaissent, euphémisées ou à mots couverts, plus ou moins couverts dans les interventions des uns et des autres, qui nous inquiètent parce que il semblerait que ça soit le signe d'une potentielle diminution encore du périmètre de l'action municipale, donc peut-être d'externalisation, des choses comme ça. Est-ce que vous pourriez nous indiquer là-dessus ce qui est en train de se passer, et avec des vrais chiffres, pour éviter de nous raconter que la ponction de l'État va être de 6,2 millions, affiches et tout à l'appui, pour finir par mettre dans le rapport d'orientation budgétaire que si le budget Barnier avait été voté, c'était 4,2 millions, la ponction supplémentaire. Donc à un moment, il faudrait quand même que vous soyez un tout petit peu cohérent dans vos mensonges. Sans ça, ça devient compliqué de vous suivre. En conclusion de ce débat, d'abord, je veux remercier les orateurs de l'opposition, Choukri Younis et Pierre Cerne, pour le travail d'opposition qu'ils ont fait au fond dans leurs propos et leur capacité budget après budget à s'opposer avec
constance à l'ensemble du travail et des propositions que peut faire la majorité à peu près sur tous les sujets, et dire à l'ensemble des orateurs de la majorité mes remerciements pour le soutien manifesté aux orientations budgétaires, pour leurs propositions et leurs éclairages, posant des questions dans le cadre de l'élaboration de notre budget, puisque, comme cela a été rappelé, nous sommes là dans un débat d'orientation budgétaire et nous aurons l'occasion, lors de l'adoption du budget, de traduire en quelque sorte un débat, une orientation, un travail politique en des chiffres, un budget et des autorisations de crédit. Nous allons aller au bout des projets que nous avons engagés, et je pense notamment particulièrement au nouveau groupe scolaire Méliès dans le quartier de la Boissière, ou encore la rénovation de la Croix de Chavaux, ou tous les enjeux qui concernent le quotidien, la mobilité des Montreuilloises et des Montreuillois, leur sécurité, leur santé, la vie associative, ou encore la rénovation d'un certain nombre de nos équipements publics. Et je pense que les sujets du quotidien méritent notre attention constante pour améliorer le cadre de vie des habitantes et des habitants, et notamment ces enjeux de gestion urbaine de proximité, mais également les projets qui ont été élaborés par les habitantes et les habitants dans le cadre du budget participatif et de ce qui est désormais mûr. C'est pour la majorité un programme important. Les citoyens de notre ville doivent savoir et savent qu'ils ont des agents extrêmement mobilisés dans leur mission et au service de l'intérêt général. J'aurai l'occasion de recevoir l'ensemble des organisations syndicales la semaine prochaine et avoir un échange avec elles, ainsi que mon adjoint Belaïd Bedreddine. Nous entendons poursuivre le sérieux budgétaire et garantir à toutes les Montreuilloises et les Montreuillois que chaque euro dépensé sera un euro utile, et les assurer du plein engagement de la majorité pour prévoir l'avenir en ce qui concerne nos écoles, en ce qui concerne notre cadre de vie, en ce qui concerne tous les enjeux écologiques, en ce qui concerne les enjeux sportifs. Je vous donnerai rendez-vous en mars pour la deuxième étape qui sera le vote de notre budget. Je prendrai acte de ce débat, même si, je le répète, vous êtes censé répondre aux questions qui sont posées, notamment aux questions qui sont posées en amont du conseil municipal, et qu'un certain nombre de questions posées, y compris avant la commission technique permanente de lundi soir, n'ont pas eu de réponse. Les services, la DGS nous a transmis un certain nombre de réponses, et on les remercie, mais il y a un certain nombre de questions qui n'ont pas trouvé réponse et qui ne trouvent pas réponse non plus ce soir dans vos réponses, enfin dans vos prises de parole de l'exécutif municipal, et c'est très problématique. Par ailleurs, un certain nombre de questions ont été posées dans nos interventions, vous n'y répondez pas, par exemple sur le périmètre de l'action municipale ou sur le niveau de l'investissement, mais ok, chacun jugera. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Merci beaucoup, nous avons pris acte. Et je passe la parole à Mireille Alphonse pour le rapport 2024 sur la situation de la collectivité en matière de développement durable.